Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. J'aime bien soigner la mise en scène. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Vous vous ferez fusiller! Je crois pas, non. Plutôt engueuler, mais je commence à avoir l'habitude. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour nous? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien? Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici votre illustre inconnu pour un nouveau podcast qui cette fois-ci sera légèrement différent des deux premiers. En effet, je tiendrai ici le rôle de la défense. Ma mission sera ici de remettre en lumière un film qui a plutôt été bien perçu à l'époque de sa sortie, mais qui semble pour autant avoir été mal compris et jugé parfois un peu inconsciemment. Alors attention, ça peut arriver que je fasse des analyses sur des films qui sont très bons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement eu de mauvaises critiques, mais peut-être pas assez connus. On pourrait dire que ce sont des films un peu sous-estimés, voire sous-cotés. Et du coup, j'aimerais un peu les mettre en lumière, donc ça veut pas dire que ce sont des films qui sont mal compris. Attention. En fait, ce podcast existe pour pouvoir surtout mettre en lumière certains films. Et donc, j'ai décidé de l'appeler L'œil du temps. Comme ça, bien évidemment, ça fait référence à Ciné Eyes, mais aussi pour le remettre au goût du jour avec, au fur et à mesure, quels sont les points de vue qui ont changé, est-ce qu'au fur et à mesure, au fil du temps, les avis ont pu évoluer. Donc je défendrai des films avec, comme l'indique le titre de ce podcast, L'œil du temps. Donc c'est-à-dire que pourquoi a-t-il été critiqué lors de sa sortie, ce qu'on lui reproche, est-il bon, est-il mauvais, et enfin pourquoi il faut revoir ce film avec un regard neuf, parce que je suis là surtout pour conseiller des films. Eh ben écoutez, le premier à passer à la barre se nomme Killers of the Flower Moon, réalisé par un certain Martin Scorsese. Il y a des fois où je me demande si tu m'aimes encore. Bien sûr que je t'aime encore. Alors tue ces hommes blancs qui ont tué ma famille. Et elle a dit qui elle redoutait le plus? Surtout ne fais pas une chose que tu regretterais pour le restant de tes jours. Il me reste plus que ça à dérurer, alors un de plus, un de moins. Killers of the Flower Moon est un film américain réalisé par l'immense Martin Scorsese, donc sorti le 18 octobre 2023 en France, produit essentiellement par Apple, globalement c'est un film Apple qui a été aussi distribué par Apple mais qui a pourtant eu l'opportunité d'être diffusé au cinéma. Et justement il a eu un assez gros budget parce que 200 millions de dollars c'est assez énorme, surtout pour un film qui est plus, on va dire, centré sur les plateformes de streaming. Donc dans les rôles titres de monstres du cinéma, disons-le, enfin en tout cas deux grands, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro, donc les deux fidèles chouchous du réalisateur, des Affranchis, de Casino, de Taxi Driver, enfin bon, il y en a beaucoup trop pour les citer. Donc sans oublier d'autres stars du film, par exemple je pense à Lily Gladstone qui est vraiment la véritable étoile du film, je ne la connaissais pas cette actrice. Et il y a aussi bien évidemment Jesse Plemons ou encore Brendan Fraser pour citer les plus connus. Passons à l'histoire. Nous sommes au début du XXe siècle et le pétrole coule à flot dans certains endroits des États-Unis, ce qui a permis de faire proliférer économiquement certaines familles qu'on appelle les Osages, qui est une tribu d'Amérindiens qui vit aux États-Unis. Principalement dans le comté d'Osage, en Oklahoma, et en fait cette espèce de territoire avec des territoires pétroliers, de terre pétrole, on leur a légué ce genre de territoire sans savoir que c'était spécialement des terres pétrolières dans un certain sens, donc ce qui les a rendus quand même, on va dire, assez riches. Et écoutez, en parallèle, on va suivre le retour d'un vétéran de la Première Guerre mondiale qui s'appelle Ernest Buckhart, qui est joué par Leonardo DiCaprio, donc qui revient chez son oncle William Hale, donc c'est encore une fois en Oklahoma, qui est lui, William Hale, joué par Robert De Niro, qui lui propose de travailler avec lui en faisant chauffeur de taxi. Et justement, c'est en ramenant une femme chez elle, elle s'appelle Molly, qui découvre qu'en fait elle est issue justement du peuple des Osages, et c'est là qu'on comprend, c'est une grande famille, que chez les Osages, ils ont obtenu le droit d'exploitation exclusive sur le pétrole, sur toutes les réserves de leur sol, mais ils ne peuvent ni les céder, ni les vendre, mais seulement les hériter. On va dire ça comme ça. Et c'est justement ce principe d'héritage que en fait l'oncle d'Ernest, donc William Hale, va, on va dire, élaborer un plan
qui va consister à en fait vouloir marier Ernest à Molly et qui va déclencher ensuite une longue et terrible malédiction sur cette famille des Osages qui est liée à leur bien pétrolier. Donc une histoire qui sera complètement effacée de l'histoire des États-Unis comme l'une des conspirations les plus terribles de l'histoire sur un peuple. Donc j'ai essayé de faire le plus simple possible parce que, en fait surtout pour risquer aucun spoil parce que c'est pour vous garder la surprise totale. Car le film, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un gros morceau. Alors déjà, je trouve que c'est un gros morceau de cinéma déjà. Et aussi, tout court, hein, ça dure 3h30. Et je peux vous dire qu'il se passe beaucoup de choses et vous n'allez pas ressortir indemne du film après votre séance. Eh ben écoutez, on va commencer par un avis, on va dire perso du film. Ce que j'en avais pensé à l'époque quand il était sorti, donc c'est-à-dire à peu près il y a 2 ans. Un peu moins peut-être, je sais plus. Alors, à mon premier visionnage, disons qu'à la sortie du film, j'étais assez, dubitatif. C'est-à-dire que je l'avais trouvé très bon, et même très intéressant sur son point de vue et son sujet. Mais disons que il y avait beaucoup de choses où je me posais encore la question, quel était l'intérêt ? Est-ce que c'était vraiment utile de faire ça ? C'est-à-dire, l'intérêt juste d'utiliser presque 3h30 de notre temps pour, raconter cette histoire. Pourquoi vouloir aussi avoir fait aussi lent et long ? Pourquoi le rôle de DiCaprio pouvait être aussi déstabilisant aussi, j'avais beaucoup de mal avec ça, je vais en développer après les problèmes. Et pourquoi les Osages font aussi confiance aux Blancs aussi, c'est ça qui est assez étonnant, quand ils se marient avec les Osages au sein de la famille aussi. Et même si j'avais beaucoup aimé le film, c'est ce Killers of the Flower Moon, c'est ce genre de film où au fur et à mesure, on y repense, on y réfléchit, on y décèle certains détails, certaines subtilités. Et en fait, beaucoup de choses sont en train de s'éclaircir dans ta tête. Beaucoup de questions qui étaient sans réponse, on comprend un peu plus certains enjeux. Et après, on a eu, moi j'ai eu un nouveau revisionnage quelques mois après. Et en fait, j'ai compris toute l'intention qu'a eu Martin Scorsese de proposer cette vision. Et cette volonté de faire durer aussi longtemps, même très longtemps cette histoire. On y reviendra après, justement. Mais déjà, il faut expliquer pourquoi le film, même si il a été plébiscité à l'époque, il a été mal reçu par beaucoup de personnes. Surtout beaucoup de personnes qui quand même s'attendaient à le nouveau Scorsese avec DiCaprio et De Niro. On pouvait s'attendre à, je sais pas moi, une nouvelle expérience à la Taxi Driver, aux Affranchis, au Casino. C'est quand même, on est quand même très très loin de ça. Donc pourquoi le film a été mal reçu ? Alors déjà, comme je l'ai dit, sa longueur c'est un des points qui a fait le plus parler, c'est-à-dire que le film dure quand même 3h26. Vous imaginez quand même 3h26 dans une salle de cinéma ? Alors on n'en a pas l'habitude, Disons qu'on s'est habitué quand même il y a quelques années pour avoir des blockbusters qui durent plus de 2h30, 2h40, voire des fois ça dure 2h50. Et c'est une mode qui commence vraiment à me gonfler, quoi. C'est insupportable. C'est absolument laborieux, surtout quand on voit récemment le dernier Mission Impossible, la Final Reckoning, qui durait 2h50, et qui était vraiment laborieux, quoi. C'était beaucoup trop long, beaucoup trop ennuyeux et beaucoup trop verbeux. C'était pareil pour le film F1, qui était pas mauvais, F1, mais là aussi 2h36, non. Je crois que c'est bon, il n'y a pas besoin de 2h36 minutes pour raconter une histoire d'automobile. Sans mépris, c'est vraiment juste que je ne vois pas pourquoi on fait durer des blockbusters plus de 2 heures, quoi. C'est imbouffable et c'est beaucoup trop long. Sauf que le Killers of the Flower Moon, c'est pas un blockbuster, On en est très loin, c'est même l'anti-blockbuster. Vraiment, vous allez voir le film, vous allez vous ressortir en disant, c'est pas Marvel, quoi. Enfin, même là, je prends des exemples qui sont beaucoup trop éloignés, mais c'est pas un film de gangster, quoi. Et je dirais même, c'est l'anti-Scorsese, pour ceux qui connaissent bien son cinéma. Enfin, on va dire pour ceux qui connaissent les bases, c'est l'anti-Scorsese. Et j'en reparlerai plutôt à la fin de pourquoi il faut le voir sur un nouvel œil, dans une nouvelle, on va dire, vision, parce que c'est complètement l'inverse d'un Affranchi ou d'un Casino ou d'un Gangs of New York, même. Et c'est ce qu'on lui reproche, déjà, parce que en fait, je vais revenir sur beaucoup de choses qu'on reproche au film et je vais essayer d'argumenter en dénonçant, en essayant de démonter pourquoi on n'a pas véritablement aimé le film et pourquoi, en fait, tous ces défauts, pour moi, justement, sont des qualités, des grandes qualités. Donc, premièrement, pour moi, non, même si ça l'était au début, mais pour beaucoup de personnes, le récit est beaucoup trop long.
beaucoup trop lent, et sans tension. Alors là, bon, sans tension, j'ai pas l'impression, mais... Donc beaucoup de spectateurs, en fait, ont reproché quand même au film sa durée, plus de 3h30, c'est ce que j'avais pu entendre, avec un rythme jugé lent, une structure narrative trop étirée qui freine l'engagement. Alors, déjà, le film ne dure pas plus de 3h30, il dure 3h26, donc en enlevant les crédits de fin, c'est plutôt 3h20 max, allez, moi même un petit peu moins. Donc déjà, faut éviter de trouver des raisons qui sont un peu fausses, hein. Faut quand même un peu plus digérer le bousin, mais cette idée de rythme jugé lent, alors je peux la comprendre, hein, mais il faut aussi savoir que c'est une proposition de Scorsese, c'est-à-dire que c'est une histoire vraie, déjà. C'est tiré d'une histoire vraie qui est aussi tirée d'un bouquin, hein, qui a duré longtemps, car en fait c'est une machination diabolique qui a été mise en place par le personnage de William Hale, de Niro, qui a duré avec le temps. C'est-à-dire que vraiment, c'est un film qui se passe sur plusieurs années. Et on y voit justement la famille grandir, c'est-à-dire qu'on voit aussi le fils de Ernest et Molly grandir, enfin leur fils ou leur fille, je sais plus, mais je crois qu'ils ont un ou deux enfants. Enfin, c'est... Voilà, on voit qu'il y a quand même la famille s'agrandit. Justement avec ces hommes américains, ces blancs qui vont s'associer avec la famille. Donc comme je vous ai dit, ouais, les enfants qui grandissent. Et du coup, à travers ces 3h30, Scorsese va exprimer cette malédiction, c'est-à-dire ce mal qui s'invite petit à petit dans cette famille, entre les maladies, les meurtres, la corruption. En fait, Scorsese a besoin de poser une ambiance pesante et glaçante, hein, d'ailleurs, que je trouve en plus magnifiée par la musique, qui est pas parfaite, mais la musique de Robbie Robertson qui en fait apporte cette idée de menace, parce que c'est pesant, la musique, c'est toujours la même, c'est très répétitif, mais tu sens quelque chose de pesant, de dur, de glacial. Et cette manière de manigancer s'implante en fait dans la famille des Osages, qui va provoquer ensuite la série de meurtres terribles. Alors, comme je vous le dis, je le reconnais que peut-être, ok, le film aurait pu durer, 20 minutes de moins. Voilà, 20 minutes de moins, parce que je trouve qu'il y a une espèce de... comme je l'expliquais, il y a une répétitivité dans la musique, mais aussi dans la mise en place des meurtres. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une succession de moments de mise en place de meurtres, par exemple de morts. Tu te dis, bon, très bien, ok, ça se répète, mais ça sert à quoi? T'aurais pu nous le montrer 1 ou 2 fois, mais pas 5 fois, quoi. Alors là aussi, je pense que Scorsese, en fait, il provoque pas ça par hasard. C'est-à-dire qu'il veut vraiment justement montrer l'horreur de la répétitivité, liée à l'argobandisme du pouvoir ou encore de l'argent, mais tout ça se répète un peu trop, ce qui fait que le film, en fait, il s'enlourdit un petit peu. Mais écoutez, pour autant, j'accepte la proposition parce que je me suis pas véritablement ennuyé. Véritablement, pourtant, quand même, 3h30 dans une salle de ciné, faut le faire. En soi, les films, je sais que beaucoup de mes films préférés durent plus de 3 heures, les Titanic, les Retours du Roi, Il était une fois en Amérique, ça dure 4 heures quand même. Mais bon, c'est aussi le génie de ces auteurs qui ont toujours réussi à maintenir un rythme et que je n'arrive plus à avoir dans certains films. Mais pour autant, j'accepte cette proposition de porter cette histoire sous 3 heures, à la manière qu'il y a eu, justement, on va dire récemment, mais à l'époque, en tout cas en 2023, il y a eu 2 films aussi qui s'étaient aussi bien démarqués que celui de Scorsese. C'était Oppenheimer de Christopher Nolan, qui avait quand même fait durer tout son récit sous 3 heures. Voilà, Oppenheimer que je trouve aussi brillant. Et un autre film qu'on oublie assez vite et qui, lui, en plus, durait plus de 3 heures, il durait 3h15. C'était Babylone de Damien Chazelle. Et d'ailleurs, 2 films que j'adore, et je trouve que ces 3 films, en plus d'être des excellents films tous les 3, avaient réussi assidûment à rendre son récit très très long mais très bien rythmé, ce qu'avait pas trop bien réussi à faire James Cameron avec son Avatar 3. Aussi, je prends un autre exemple récent parce que 3h15 c'était beaucoup trop long pour Avatar la voix de l'eau. Donc voilà. Ensuite, le deuxième reproche que certains reprochent au film, c'est les méchants qui sont pas du tout nuancés. Alors c'est-à-dire qu'ils disent que les méchants sont juste simplement des méchants. Ils ont pas de profondeur ni de complexité. Et les protagonistes, et là ils parlent plus du personnage de DiCaprio, ils ne suscitent pas d'empathie. Ils disent qu'il est perçu comme mal casté, trop âgé, et il reste, ils disent ça, émotionnellement vide. Bon, écoutez, encore une fois, je suis pas totalement d'accord. Au contraire, je trouve qu'il y a déjà une seule et véritable présence maléfique dans le film, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des méchants, il y a un méchant, le personnage de De Niro, qui va justement entraîner ses proches
toute sa famille dans cette conspiration et dans sa chute, hein, globalement. Hein. Et je suis désolé de dire ça, mais c'est l'un des antagonistes récents, les mieux écrits, les plus réussis, quoi. Vraiment, c'est extrêmement bien écrit. Son personnage est extrêmement malin et intelligent, et il est mieux que construit. Enfin, c'est vraiment un des mieux construits que j'ai vu depuis très longtemps, quoi. Car Scorsese te le montre. En fait, ce qui est assez fou, c'est que Scorsese te le montre assez proche de cette communauté. C'est-à-dire qu'en gros, il a un visage, mais c'est ça qui est fou, c'est qu'il a un espèce de visage pas angélique, mais disons qu'il veut être empathique. Il veut être empathique avec la communauté, c'est-à-dire qu'en fait, il est empathique face à la peur des Osages, de cette menace criminelle qui est présente, cette malédiction. Et il veut toujours faire le bien, alors qu'en fait, il a juste le visage, il a le visage caché, le visage du mal. Il en vient même à parler leur langue. C'est-à-dire qu'en fait, il est aussi vicieux que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il s'implante même à parler avec eux pour que les Osages aient confiance. Parce que là aussi, c'est une tradition très culturelle du peuple autochtone des Osages. C'est que, ils ont confiance, ils ont toujours la bonté. C'est ce que, d'ailleurs, c'est un truc qu'on reproche, que je vais essayer de démontrer après. Mais ils ont confiance en n'importe quel homme, et du coup, quand ils voient un mec qui parle leur langue, et en plus, qui est l'oncle d'un des maris d'une de leurs femmes, de leur fille, on va dire ça comme ça, y a une confiance honnête qui se crée. Et tout ça, c'est des détails qui servent habilement à analyser la communauté, à s'immiscer en eux, à s'implanter, et ensuite le partager à son neveu. Et c'est ce traitement qui en fait le personnage le plus redoutable et fascinant de ce film. Et en plus, Scorsese le décrit comme le mal incarné, quoi. C'est le mal, le malin, quoi. Et bien évidemment, c'est aussi brillant d'écriture que c'est aussi brillant dans l'interprétation. Parce qu'en fait, l'interprétation de Robert De Niro, elle est aussi empathique que glaçante. C'est extrêmement subtil, son jeu. Je crois que c'est l'un de ses meilleurs rôles, véritablement. Je crois que j'ai jamais vu De Niro jouer comme ça. Pourtant, il en a une palette de jeux. C'est pas n'importe qui, Robert De Niro. Mais je crois que c'est un de ses plus grands rôles. Véritablement, quoi. Donc, le nom, il a pas de profondeur. Je trouve ça un peu quand même, un peu petit. C'est un petit peu vide comme argument. Et en termes de complexité, justement, parlons de celui de DiCaprio. Ernest Buckhart, qui démonte aussi encore cet argument que il est vide, mais absolument pas. Enfin, je veux dire, je vais vous faire un petit fun fact. De base, le film, il est tiré d'un livre qui a été écrit par David Brown qui s'appelle La Note américaine. Et le livre est du point de vue de la police, car ça reste quand même une grande affaire criminelle. Et disons que de base, Scorsese voulait l'adapter à la manière d'un Shutter Island. C'est-à-dire, DiCaprio devait jouer un inspecteur de police. Globalement, c'est le détective privé. Mais DiCaprio, qui quand même est un mec qui aime quand même changer le point de vue, aime changer de rôle, il déteste refaire 2 fois le même rôle, parce que je le comprends totalement. Il a décidé que ça serait plus intéressant d'adopter le point de vue du mari, qui est quand même le témoin de base, et c'est le mec qui va se faire manipuler, quoi, globalement. Et même dans l'histoire générale, c'est quand même le pauvre mec qui voulait faire le bien alors qu'il a fait que du mal, quoi. Et justement, c'était intéressant d'adopter le point de vue du mari, quoi, qui est en plus d'être témoin de l'histoire, est le point d'ancrage, on va dire ça comme ça, pour les spectateurs, pour comprendre justement toute la machination du procédé. Et justement, c'est toute la subtilité, encore une fois, du film, car en interprétant ce personnage, DiCaprio, il aborde un personnage très complexe. En fait, le personnage est aussi attachant que déroutant. Ce personnage, il va exécuter les ordres de son oncle, mais un peu inconsciemment, un peu aveuglement, quoi. Mais parce qu'il est un peu cupide aussi, c'est pour ça en fait un homme qui a énormément de défauts, et la cupidité va aller beaucoup trop loin, et DiCaprio commence justement à redouter, il va se remettre en question, il va culpabiliser, surtout à la fin. Il se passe quelque chose à la fin qui est terrible, qui est une scène sur la perte. Il va perdre un être, et ce moment, je crois que c'est le moment le plus fou du film, quoi. Et c'est émotionnellement, c'est trop fort. Et en plus, DiCaprio quand même a un véritable amour sincère pour sa femme, il l'aime, il a envie de lui faire du bien. Et en fait, il est tiraillé, et pourtant, je trouve que c'est un personnage extrêmement bien écrit. Parce que ça reste un salaud, ça reste un connard de suivre bêtement ses ordres, parce qu'il fait du mal à sa femme, mais il l'aime autant. Enfin, je trouve que c'est extrêmement bien écrit, et encore une fois, c'est un des persos les plus justes qu'a interprété DiCaprio. Pour autant, c'est aussi... comment je pourrais dire ça ?
J'ai toutefois quand même des réserves, non pas sur le personnage, mais sur l'interprétation de DiCaprio. Ça me fait mal de dire ça parce que j'adore ce mec, mais la gueule qu'il a, et même son interprétation, c'est un peu à la limite du ridicule. Enfin, je vais m'expliquer, mais en gros, cette espèce de... En gros, ils l'ont maquillé, mais ils l'ont trop mal maquillé. Quand je dis qu'ils l'ont trop mal maquillé, c'est-à-dire qu'il a une espèce de grosse mâchoire, ils lui ont foutu comme dans Le Parrain avec Marlon Brando, ils lui ont foutu des espèces de mouchoirs sur la mâchoire qui lui fait une espèce de gueule un peu de bouseux, de con comme ça. Je trouve que physiquement ça le fait pas, je trouve qu'il est complètement ridicule, et vraiment, le fait aussi, bon, qu'il a les dents pourries, qu'il a une coupe de cheveux de merde, enfin bon. Bref, on a compris que Scorsese voulait l'enlaidir, hein, il est vraiment dégueulasse dans le film, alors que c'est quand même un playboy, hein, DiCaprio, mais il est dégueulasse dans le film. Il est pas du tout mis à l'honneur. Mais je sais pas si c'était la volonté de Scorsese de vouloir le faire jouer comme un espèce de bouseux, ou alors c'est DiCaprio qui a pas réussi à rentrer pleinement dedans, et il s'est dit tiens je vais faire comme ça, mais je trouve que ça fonctionne pas. Je dis pas qu'il est mauvais, il est absolument pas mauvais, il est toujours très bon, il est excellent. Le problème, c'est physiquement, je trouve que ça ne va pas. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on disait que le personnage était mal casté. Et là, je comprends un peu mieux. Je pense pas que DiCaprio était peut-être l'acteur numéro 1 pour jouer ce genre de rôle. Après, je sais pas quel acteur, peut-être prendre un acteur un peu moins connu, mais DiCaprio, je pense pas. Il est très bon dedans, pour moi, c'est un très bon acteur. Enfin, c'est même plus qu'un très bon acteur, c'est un génie du jeu, hein. Mais peut-être qu'il fallait prendre un acteur qui était plus ciblé pour ce genre de rôle, pour ce type de rôle. Après, c'est aussi que ça me dérange un peu, parce que DiCaprio, c'est quand même le mec qui a eu les plus beaux rôles chez Scorsese. Hein. Aviator, Shutter Island, Les Infiltrés, Le Loup de Wall Street, enfin, c'est vraiment décevant, quoi, et je comprends pas, il y a eu une mauvaise coordination entre les deux, peut-être, je sais pas. Et en plus, c'est con, mais le DiCaprio fait pas le figure face à le jeu tout en subtilité de De Niro. Là, on voit bien que De Niro, il a complètement compris le personnage. Il y a une coordination entre les deux, entre Scorsese et DiCaprio et De Niro. C'est un de ses plus grands rôles. Vraiment, De Niro, à chaque fois qu'on le voit, il bouffe DiCaprio. C'est assez fou de se dire ça. Et l'autre star aussi du film, c'est Lily Gladstone, qui est, moi, je ne la connaissais pas, cette actrice, mais là aussi, elle est très très forte dans les scènes où elle est avec DiCaprio. Là encore, je trouve qu'elle le bouffe, quoi. Je la trouve à la fois magnétique, mais aussi très dure. Elle peut être super attachante et compatissante, mais ouais, je trouve qu'elle a aussi une beauté naturelle. Enfin, voilà, je trouve que vraiment elle est excellente. Alors, le problème, c'est qu'on la voit moins dans la deuxième partie, mais ouais, quoi, c'est horrible de dire ça, mais je trouve que DiCaprio est le moins bon acteur. Il est même, bon, je dirais peut-être pas moins bon qu'un Brendan Fraser ou Jesse Plemons, mais ouais, DiCaprio, c'est quand même le mec, tu le vois dans un film, il est magnétique, quoi. À chaque fois, il vit pour le rôle. Donc là, je ne sais pas. En tout cas, ça sera pas le rôle qui lui aura donné un Oscar. De toute façon, le film a eu 0 Oscar, ce que je trouve un peu honteux, surtout si les Oscars, dans leur belle hypocrisie politique, veulent donner des prix sur des minorités. C'est quand même assez drôle de ne pas en avoir donné pour un film qui, justement, parle des minorités qui souffrent. Hein. C'est encore l'hypocrisie des Oscars. Mais bon. En tout cas, pour revenir sur le cas des personnages, les personnages sont pas du tout manichéens, et c'est même le contraire, hein, ça propose des rôles extrêmement complexes, très durs, et même parfois aussi détestables. Hein. Donc on reproche quoi d'autre ? Ah oui aussi, la déshumanisation des personnages autochtones. Alors en gros ça c'était il y a quelques... je crois que c'était 2-3 mois après le film, il y avait une actrice autochtone, donc elle s'appelle Devery Jacobs, qui est issue du peuple des Mohawks, qui est en fait un peuple autochtone aussi, qui avait justement critiqué le film pour son traitement violent et graphique, estimant qu'il déshumanise les peuples autochtones en se concentrant sur leur trauma plutôt que sur leur culture, leur joie et leur résilience. Alors, encore une fois, bon, déjà numéro 1, mais premier point, mais violent et graphique. Je vois pas où est violent, où c'est violent, et c'est très très peu violent, hein. Le film est loin d'être ultra graphique et gore, hein. On est très loin du gore fun des Affranchis ou de Casino, hein. Il y a juste une petite scène de fusillade qui est assez violente, hein, je vous l'avoue, qui est très bien maîtrisée, mais ça n'a aucun rapport avec le peuple autochtone, hein. Absolument pas. Et pardon, mais on déshumanise les peuples autochtones. Mais on se demande si l'actrice, elle a vraiment vu le film pour dire des trucs aussi faux, parce que c'est quand même fou, mais le premier plan du film, c'est un hymne à la culture, aux sages, aux coutumes, aux traditions. Ça commence avec un chant aussi très rythmique, très métaphorique, on va dire ça comme ça. C'est tout au long du film, on parle de la tradition, des cultures,
tout au long des 3h30. Et d'ailleurs, beaucoup ont critiqué justement le peuple Osage, enfin la famille de Molly, parce que ils n'accusaient pas les hommes de la famille directement impliqués dans le meurtre, alors que, comme par hasard, c'est au moment où les Blancs arrivent dans la famille qu'il y a les débuts des malédictions, qu'il y a des crimes, etc. Mais tout ça, en fait, ça s'explique parce que dans leur culture, ils ont la culture de la confiance en soi, de la bonté de l'humanité. C'est dans leur culture de voir le bon en chaque personne. Donc ils ont fait confiance à n'importe quel homme, ce qui explique pourquoi ils ne les accusent pas. Il y a même une phrase justement qui le surligne, c'est Molly qui parle, je crois, à sa grand-mère ou à une femme de la famille, qui explique que même si oui, ils sont peut-être là pas que pour toi, mais aussi par le pognon que t'as gangréné, que t'as généré avec le pétrole. Elle explique qu'elle trouve quand même qu'il y a une bonté chez eux qui ne viennent pas que pour l'argent. C'est quand même fou de se dire qu'on déshumanise le peuple alors que c'est tout l'inverse, quoi. Et au contraire, oui, le film parle du trauma. C'est ce qu'elle disait. Elle disait qu'en fait, on parlait plus du peuple qui a souffert, mais c'est tout la vision du film. Ça parle de trauma. Le film parle de l'hypocrisie américaine de jamais avoir reconnu le génocide amérindien, par exemple. C'est tout con, mais oui, le film est un trauma sur un peuple qui a tout le temps souffert d'une perfidie américaine qui a tout le temps été corrompue. J'ai presque jamais vu un film, mais en toute honnêteté, c'est pour ça que je trouve que le film est unique en son genre. C'est un film qui n'a jamais parlé de cette manière d'un peuple terrorisé, parce que on le voit presque... C'est comme une forme de génocide, mais mais machiavélique, quoi. C'est encore plus vicieux, parce que là, c'est pas brutal, c'est tout en subtilité. En fait, il a été terrorisé par un pays qui a pris toute leur âme et leur vie. C'est-à-dire qu'on leur a... Je fais un tout petit peu d'histoire, mais c'est-à-dire qu'on leur a déjà pris leurs terres quand les Américains, les pèlerins, etc. sont arrivés en Amérique. Et quand on leur a donné des terres, t'en as quand même des vicieux qui se sont dit on va aussi prendre les récoltes qu'ils ont eues parce qu'on leur a donné ces terres-là. Quand on se rend compte, c'est quand même fou de cette bêtise américaine et cette espèce de mal absolu, quoi. Donc je trouve ces critiques complètement à côté de la plaque, et en plus c'est super décevant, alors que c'est une actrice issue de cette minorité. Et c'est dommage qu'elle pense comme ça. Je pensais que ça serait même plus intéressant qu'elle supporte ce genre de film, et que j'entende pas non plus que le film soit woke ou quoi que ce soit, hein. Ici, y a rien de woke, hein, on parle pas de woke, c'est bien plus subtil que ça, et le film s'inscrit aussi dans un contexte historique précis. Donc me parlez pas de wokisme, on n'est rien là-dedans, on n'est pas dans cette espèce de connerie qu'est le wokisme. C'est beaucoup plus intelligent que ça, hein. C'est Scorsese, hein, c'est pas Disney. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut rapprocher d'autre ? Alors il y avait une espèce de perspective inéquitable. C'est vrai que dit comme ça c'est bizarre, mais en gros, le dernier reproche qu'on fait au film, c'est que le film est centré que sur Ernest et sur son oncle William, plutôt que sur Molly Bocart et les Osages. Et en fait, ils disent que cela transforme en fait l'histoire sur la communauté à un récit de gangsters raconté par des blancs. Alors déjà, c'est pas un film de gangsters. Enfin, on en est loin en tout cas. Oui, justement, c'est parce qu'on prend le personnage de DiCaprio, on le présente comme un témoin principal de l'histoire. Et donc un point de vue interne. Donc en fait, en interne, on découvre toute l'horreur qui a été manigancée par De Niro. Alors oui, en effet, ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, on te montre quand même la famille, mais c'est vrai que c'est un peu dommage de le voir plus par les méchants que les gentils. Globalement, mais bon, ça va bien plus loin que ça, hein. C'est pas méchant, gentil, comme je vous ai dit, le film est loin d'être manichéen. Mais, je me répète encore une fois, mais j'ai l'impression qu'on essaie surtout de trouver des défauts qu'il n'y a pas. Je trouve vraiment que ce sont des arguments malhonnêtes. D'autant plus que on le montre aussi que la police n'en a absolument rien à foutre de cette histoire. C'est un mépris assez impressionnant, quoi. On te montre que en fait, les Osages, ça a pu déranger certains, et moi je trouve surtout que c'est surtout une dénonciation, une critique. Ils sont seuls contre tous. C'est-à-dire que la police, qui est quand même là pour essayer d'enquêter, pour comprendre ce problème, cette espèce cette série de crimes, n'en ont rien à foutre. Ils ne font rien pour essayer de comprendre où se deviennent les coupables, quels sont les détails et les indices. Et ça va perdurer jusqu'à l'arrivée justement du personnage de Jesse Plemons, qui devait être de base incarné par DiCaprio. Et voilà, c'est juste qu'il y a eu ce changement de point de vue, et encore une fois, je trouve que c'est un changement de point de vue super intéressant, au lieu de faire un énième Shutter Island, ou je sais pas, LA Confidential, etc. Donc voilà, c'était tout ce qu'on pouvait reprocher, et comment j'ai pu... je trouve que beaucoup de ces arguments me paraissent quand même assez malhonnêtes. Alors, après analyse, pourquoi, pour moi, ça reste un grand film ? C'est un grand film parce que pour moi, Martin Scorsese, en fait, va tirer profit de tout son cinéma, qu'il a eu pendant des années,
pour raconter une histoire aussi tragique que bouleversante, hein, sous une narration pesante et glaciale, pendant 3h30 quand même, où la menace, en fait, elle se pèse pendant toute la durée du film. Les personnages sont aussi complexes que déroutants, comme je vous ai dit, et il est important de préciser qu'en plus d'être une œuvre fondamentale, véritablement, c'est un film nécessaire, c'est un film éducatif. Pour le devoir de mémoire, car je vous l'avoue, je ne connaissais absolument pas cette histoire. J'ai lu le livre, hein, avant d'avoir vu le film, j'avais lu le livre, et quand tu lis le livre, tu trouves que c'est ahurissant, c'est surréaliste l'histoire, et c'était vrai. Et quand on voit le film, c'est encore plus fort, je trouve. Et c'est bien la dénonciation qu'en fait Martin Scorsese à travers ce final. Il y a... Je vous dirai rien, hein, mais quand vous allez voir cette espèce d'épilogue, hein, c'est même pas un final, c'est plus un épilogue, c'est un des épilogues les plus puissants que j'ai vraiment rarement vu, quoi. Vraiment. Alors oui, c'est pas grand... Enfin, c'est pas dantesque, c'est pas épique, mais dans la subtilité, c'est tellement intelligent. En fait, il y a une mise en abîme, en fait, à travers l'artiste Scorsese, et en fait, c'est incroyable de faire un final aussi fort et aussi puissant. En fait, tout ce qu'a raconté Scorsese dans son film, il le résume en 5 minutes. Et je trouve que c'est une des plus grandes fins qu'il n'ait jamais fait. Vraiment, quoi. Et c'est... En fait, il le raconte de la plus forte des manières. Et c'est aussi subtil que maîtrisé, bien évidemment. J'ai rarement vu une fin aussi forte récemment. Enfin, peut-être avec celle d'Oppenheimer, je parle encore des films récents. Hein. Enfin, récents, ils datent de 2 ans, mais bon, comme je vous ai dit, il y a pas eu de grands films qui m'ont marqué en 2024 et 2025. Mais oui, j'ai aussi eu ça avec Oppenheimer et Babylone, justement, qui avaient 2 fins aussi tellement belles aussi, tellement fortes. Ça fait 2 fois que je fais référence à ces 2 films, putain. Donc ouais, véritablement, c'est un immense film, quoi. C'est un grand film. Après, j'ai envie de dire, il faut aussi le voir sous un certain point de vue. C'est-à-dire que il faut savoir que le film, c'est un anti-Scorsese. Il n'y a pas de fun, il n'y a pas de grande violence, c'est pas du tout graphique, il n'y a pas de grands plans de tournure cinématographique, c'est tout en nuances, c'est tout en subtilité. Certains diront que c'est très classique, mais moi je trouve ça très beau, vraiment. Donc oui, c'est tout en subtilité. Il n'y a pas de musique style années 80 ou etc. Ce qu'aimait bien faire Scorsese aussi, musique de jazz, on est très loin de ça. Comme je vous ai dit, la seule musique qui est présente sur les 3 heures de film, c'est la musique, le thème principal. Et ne vous attendez pas vraiment à un Gangs of New York, à un Affranchi, à un Casino. On est loin de tout ça. Ni un Shutter Island, qui là aussi Shutter Island, même si on était plus sur un thriller noir, même là c'est encore différent, véritablement. Et en plus, Martin Scorsese tient, je pense, son film le plus sombre, ça c'est sûr, véritablement. Le plus dur aussi. Pas le plus simple d'accès, c'est pour ça que je pense que ça aurait buté plus d'un. Je crois que c'est un des films qui va être les plus compliqués. Si vous connaissez bien la carrière de Scorsese, vous allez rentrer facilement dedans, mais pour ceux qui les initiés, ceux qui ont vu juste, les initiés, plutôt les non-initiés, ceux qui ont juste vu des films comme Casino, etc., vous allez avoir un peu plus de mal. Et en plus, pour moi, je trouve que c'est son film le plus mature de toute sa carrière. Et quelle carrière, d'ailleurs. Et du coup, si vous préférez le Scorsese plus personnel, voilà, celui qui laisse place plus au contemplatif, au temps qui passe aussi, parce que c'est un film qui parle énormément du temps qui passe, ce qui explique pourquoi le film dure 3h30. Si vous préférez des films comme Silence, La dernière tentation du Christ, ou encore À tombeau ouvert, pour ceux qui connaissent avec Nicolas Cage, ce film sera fait pour vous. C'est vraiment l'autre Scorsese, celui qu'on parle moins, celui qui est plus personnel, qui est pourtant tout aussi bon que le Scorsese cocaïné, on va dire ça comme ça. Donc peut-être que oui, le film va pas plaire à tout le monde pour sa longueur, par son côté sombre et crépusculaire, son rythme assez long et destructeur. Mais juste, allez, laissez une chance à ce film, vous allez pas être déçus. C'est un film aussi fort que tragique, véritablement. Et dans une subtilité qui a été très rarement vue chez Scorsese, on est sur un film d'auteur, c'est pas un blockbuster, à 200 millions de dollars de budget, qui d'ailleurs, je crois, n'a pas rapporté énormément, mais bien évidemment, quand tu fais un film comme ça, c'est sûr que ça va pas aller déclencher une grande émeute, qui traite, et ça je trouve que c'est plus fort, d'une chose qui a été très rarement vue, même dans les films sur historiques, on va dire ça comme ça, qui va traiter quand même d'un peuple qui souffrant d'un mépris, voire d'un racisme, faut le dire, c'est comme une forme de racisme,
disons les termes, et qui n'ont cessé d'être martyrisés, comme le souligne ce film, hein, totalement, par la quête de la perfidie et de la corruption américaine. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai vraiment l'impression à la fin du film que Scorsese, en fait, il fait un énorme fuck à l'histoire de l'Amérique, en disant mais vous avez toujours été aussi hypocrite, vous avez toujours été aussi viscéral et meurtrier. C'est un film qui dit que l'Amérique est meurtrière, quand même, bordel de merde. Et pour autant, c'est pas un film anti-blanc. Absolument pas, puisque je trouve que le personnage de Ernest Becker, même si c'est un salaud, reste quand même assez complexe dans l'ensemble, et en plus on essaye de s'attacher au personnage. Et on est attaché à lui quand tu vois le final, quand il perd un proche de sa famille, c'est très fort, c'est vraiment très fort. Et bah du coup, ouais, c'est un film qui a pas dû énormément plaire, enfin c'est un film qui a plu aux critiques, hein, mais c'est un film qui a pas dû énormément plaire à une grande partie de la population américaine. C'est vraiment un film anti-américain, réalisé par un Italo-américain, quand même. Alors est-ce un chef-d'œuvre ? Non, il y a beaucoup trop de problèmes pour vraiment le citer comme un grand chef-d'œuvre, comme le grand chef-d'œuvre de Scorsese. Il y a son rythme qui peut en laisser plus d'un sur le carreau. Il y a son point de vue aussi, qui peut déranger certains aussi. Le jeu de DiCaprio, moi aussi j'ai vraiment du mal, je me dis c'est dommage quoi. En fait j'y crois pas à son personnage. Je trouve le personnage super intéressant, mais lui je le crois pas dedans. Parce je trouve qu'il a une tête de bulldog, mais il a une tête un peu de con et de bouseux, et je trouve que ça passe pas du tout quoi. Et aussi parce que le film ne révolutionne rien aussi dans son genre, hein. Il n'y a pas une révolution technique. Mais il le fait avec un tel brio, avec une histoire aussi bien écrite que racontée. Une histoire qui fut aussi cachée par l'Amérique, hein, quand même. C'est un truc de fou. Hein. Vous allez voir ce film, vous allez apprendre énormément de choses. Qui fait que ce Killers of the Flower Moon est un immense morceau de cinéma. Un grand film marquant et qui fait partie, je pense, des derniers grands films que j'ai vus au cinéma. Véritablement, on est en 2025. Ça fait depuis 2 ans que j'ai pas vu des films comme ça, quoi. C'est vraiment pour moi le dernier grand film qui est sorti depuis 4-5 ans, quoi. Véritablement. Et c'est un film aussi passionnant qu'intelligent, avec un point de vue aussi remarquable que déroutant. Vraiment pour toutes les personnes qui n'aiment plus aller au cinéma parce que tous les films sont absolument sont insignifiants, parce que c'est un peu ça maintenant l'industrie hollywoodienne. Pas toutes les nationalités, mais hollywoodienne, c'est assez catastrophique. Et quand on voit une perle comme ça sortir, il faut y aller. Bon, bien évidemment, le film depuis a été diffusé, etc. Mais vraiment, si vous en avez pas entendu parler, ce que me semble un peu compliqué, parce que c'est quand même Martin Scorsese. Ou alors, si vous êtes vous êtes pas chaud parce que le film dure 3h30, laissez-lui une chance, véritablement. C'est un film vraiment qui mérite d'être vu, d'être revu, d'être compris et d'être apprécié. Donc voilà, pour ce premier podcast sur l'œil du temps. J'ai fait très long, voilà, faut se dire, là j'ai dû faire plus de 30 minutes parce que je suis un peu obligé, hein. Je suis obligé de rentrer plus en détail, en profondeur dans son récit, d'argumenter, de aussi comprendre pourquoi le film a été mal vu et pourquoi il faut le voir, ce film. Et j'espère aussi vous avoir donné envie de voir cette pépite du cinéma. Donc merci pour votre écoute. J'espère avoir été convaincant, j'espère que le son a été plutôt bon, cela dit. Donc voilà, voyez Killers of the Flower Moon et surtout continuez à me soutenir, voilà, sur Insta, sur TikTok, etc. Je vais aussi diffuser le podcast sur Spotify et Amazon Music. Donc voilà, merci encore pour ce podcast. À très bientôt sur le Ciné Icecast. Au revoir. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.